Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule audio qui va parler des animaux domestiques et plus particulièrement du chat et du chien, qui sont des exceptions quand même au milieu des animaux domestiqués par l'homme. Parce que vous remarquerez que la majorité des animaux créés pour être domestiqués par l'homme sont végétariens. C'est-à-dire tous ceux, quand je dis qu'ils sont créés pour être domestiqués par l'homme, c'est tous ceux qui ont été créés pour avoir une utilité manuelle par exemple, c'est-à-dire utile comme un tracteur, le bœuf, le cheval, l'éléphant, pour aider l'être humain dans ses travaux, ou encore une utilité alimentaire, le lait, la viande, ou même vestimentaire, la peau. Tous ces animaux dont l'être humain se sert, qu'il a domestiqués pour s'en servir, pour son évolution, eh bien sont des animaux végétariens, sauf le chat et le chien, comme dit précédemment, parce que vous remarquerez aussi qu'il y a des animaux qui d'instinct vont se rapprocher de l'homme, comme le chien justement, et il y en a qui d'instinct vont s'en éloigner. Donc le chat et le chien sont deux animaux très particuliers, en plus on les retrouve dans toutes les traditions ésotériques, il me semble, et leur origine, comme tous les animaux, remonte, enfin tous les animaux d'aujourd'hui, remontent à l'Atlantide. Donc, ils ont été créés par une sous-race rouge. Entendez par race des rayons, et par la couleur vous donne une idée de la fréquence, ça peut vous aider. Qui tentaient d'essayer, donc en collaboration avec ce qu'on pourrait appeler des anges, on va les appeler comme ça. Donc ils tentaient d'essayer de fabriquer des corps d'animaux qui pouvaient recevoir et exprimer des énergies typiques de l'être humain, de l'homme, pour en faire des supports pour l'homme, des supports pour l'être humain, c'est-à-dire des corps qui pourraient recevoir suffisamment d'énergie vitale et astrale surtout. Tous les animaux, absolument tous les animaux d'aujourd'hui ont la capacité de recevoir les énergies vitales et astrales de l'être humain et de l'en décharger, c'est-à-dire, pour parler plus populairement, tous les animaux de la planète ont cette capacité de supporter le karma de l'être humain. Tous, excepté certains rares, qui viennent eux directement de l'ère atlantéenne, comme le requin par exemple, qui n'a pas évolué depuis, ou comme certains reptiles, comme le loup aussi, qui n'a pas beaucoup évolué, qui est un des ancêtres de la race canine, ou le lion, qui est un des premiers animaux bruts, on va dire, animal brut de la race féline. Voilà. Le requin, lui, pareil. Mais tous servent à l'évolution, au contexte d'évolution. Il y a de l'écologie dans ce qui se passe, dans tous les êtres qui sont là. Et le requin, par exemple, lui, pour ne citer que lui, il va servir comme... il a une fonction de nettoyeur de l'océan, de vidangeur. Il nettoie tous nos océans. Il ne permet pas à un corps humain de rester au fond de l'océan, par exemple. Donc, les scientifiques de l'époque de l'ère atlantéenne, donc, ils ont travaillé sur la génétique des animaux, sur l'hérédité des animaux. Et un des chefs de ce travail génétique n'était autre que Noé. Il a fait énormément de travaux sur la génétique animale et il a créé différentes races d'animaux. Noé était un savant, un chercheur scientifique qui était entouré d'autres chercheurs, hommes, femmes. Et Noé savait que le brouillard qui couvrait alors la terre allait se transformer en nuages, puis en eau. Donc, ce qui impliquerait le déluge. Mais il savait aussi qu'après, il y aurait un soleil clair, un soleil qui pourrait pénétrer l'atmosphère de la Terre. Donc, Noé a créé des animaux qui pourraient vivre après ce déluge. Il a commencé avant le déluge et il a continué pendant. Il a créé de nouvelles races, donc des races avec des corps qui pouvaient recevoir plus d'énergie. Donc, par ce travail énergétique, d'ailleurs, c'est le même qu'on fait encore aujourd'hui, sur les plantes et sur les animaux. Tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui ont été créés, dont le chien et le chat. Aujourd'hui, nous mangeons des pommes poires, des tomates cerises, et tout le monde connaît, je pense, l'animal qu'on appelle le mulet. Mais tous ces croisements, on croise aussi des chiens avec des loups, mais en fonction de la génétique, ces croisements vont donner des êtres qui pourront se reproduire ou pas.
Oui, très souvent, en fait, ça donne des produits, des fruits qui ne peuvent pas se reproduire, des produits qui ne peuvent pas se reproduire. L'homme, par exemple, est très friand de fruits sans pépins. Je pense aux mandarines ou aux oranges sans pépins. Eh bien, pour avoir ce type de fruits, ce type de fruits ne peut venir que d'un arbre stérile. Parce que vous comprenez bien que s'il n'y a pas de pépins dans le fruit que donne l'arbre, eh ben, il n'y a plus après. Et c'est pareil pour le mulet. Le mulet est un animal plus fort, c'est vrai, que le cheval et l'âne réunis, mais plus bête aussi que les deux réunis. Et surtout, le mulet, c'est un animal qui est stérile. Donc en fait, à force de manipulation génétique, on enraye la vie. Tout ça, très souvent, on limite la vie pour le plaisir de l'homme, pour ses besoins. Donc au moment du déluge, Noé, lui, avec ses chercheurs, ils avaient un vaisseau, ce que l'on appelle l'arche. Et à bord de ce vaisseau, il y avait des laboratoires dans lesquels il y avait des animaux de l'ère atlantéenne qui servaient de cellules souches. Tous les animaux n'étaient pas là sous forme physique, certains étaient là uniquement sous cellules souches, mais toutes ces cellules souches ont servi aux travaux. Donc Noé a créé le chat et le chien. Le chat, lui, il a un corps qui lui permet de recevoir la même quantité d'énergie vitale et astrale que l'homme, mais vraiment la même, ce qui va donner une place très privilégiée au chat. Disons que le chat, vous pouvez le voir, il est relié à toutes les traditions. Il est beaucoup relié aux traditions de pluie, parce que Noé avait travaillé sur le chat avant le déluge. En Chine, par exemple, ils se baladent avec des chats en cage, et tout le monde arrose le chat au passage. Donc le chat braille, forcément. Et quand le chat braille, ils disent ça fait tomber la pluie, parce qu'ils disent que la déesse de la pluie entend ce chat qui pleure, et elle pleure à son tour. Donc le chat est pas mal relié aux traditions de pluie, dans certains endroits, pas partout bien sûr. Mais il est toujours relié aux traditions ésotériques et spirituelles. Le chat, il désigne très souvent des choses qu'il peut diriger. Et dans les traditions, le chat, il peut être relié soit au mal, soit au bien, en fait aux deux. Et ça, c'est parce qu'à l'époque de Noé, et même avant l'époque de Noé, il y a toujours eu deux races en évolution sur la planète. Il y a eu une race qui acceptait d'être dominée, c'est-à-dire une race qui acceptait de vivre à l'ombre, qui acceptait de suivre ceux qui avaient la connaissance, mais sans vraiment savoir, sans vraiment vouloir même connaître. Une race qui se contentait juste d'être là sans poser de questions, qui est encore la race majoritaire aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui se contentent de dire « mais pourquoi vous vous posez tant de questions ?» Et ils disent ça donc à l'autre race, l'autre partie de l'humanité, qui, elle, recherche la lumière. Et Noé était de ceux qui cherchaient la lumière. Mais en même temps, il a cherché la lumière en acceptant l'obscurcissement. Tandis que les autres acceptaient l'obscurcissement en voulant à tout prix voir la lumière. La différence, la nuance. Donc le chat et le chien étaient vus par les autres, forcément, par ceux de l'autre race, comme des créatures du mal, des créatures sataniques ou lucifériennes. Voilà pourquoi. En Égypte, le chat, il était fondamental. Il était fondamental notamment au moment des initiations. Le chat était considéré comme un gardien des temples. Et en Égypte, vous savez qu'il y a des temples construits au-dessus de la terre, mais il y en a aussi dans ce qu'on appelle l'astral. Donc, bon, après, ces temples, quand on les cherche, quand des chercheurs se mettent à chercher ces espaces, ils ne les trouvent pas parce que forcément, ils n'appartiennent pas au plan de la matière. Mais ces temples servaient à l'initiation des pharaons et même avant les pharaons. Donc, les prêtres égyptiens, eux, ils se servaient du chat comme d'une borne d'indication dans l'astral. Parce que quand les êtres allaient en initiation, les prêtres plaçaient des balises, donc les chats, dans l'astral pour que les initiables, donc ceux qui allaient vers l'initiation, puissent se retrouver dans l'astral. Parce que quand on va dans l'astral, on peut se retrouver à plusieurs endroits différents, en même temps en plus. On peut être aussi dans un passé d'il y a 20 minutes, d'il y a 20 ans, d'il y a 200 ans ou d'il y a 2000 ans. Donc l'initié devait avoir des repères pour pouvoir rester dans le même contexte spatio-temporel.
Donc l'initié partait dans l'astral grâce à différentes techniques. Il rencontrait les chats, des chats sacrés, donc les chats typiques de l'Égypte. Hein, et ces chats, donc, c'était les gardiens du temple. Donc déjà, il fallait que... Il savait qu'il était dans le bon contexte spatio-temporel une fois qu'il voyait le chat. Parce qu'il pouvait arriver dans le temple, mais que le chat ne s'y trouve pas. Donc il savait qu'il n'était pas dans le bon temps et dans le bon temps. Dans le bon espace, oui. Au bon temple, oui. Ou peut-être parfois non. Mais en tout cas, sûr, pas dans le bon temps. Donc il devait déjà trouver le chat. Et une fois qu'il avait trouvé le bon espace-temps, eh bien, il devait pouvoir pénétrer dans ce temple pour acquérir le savoir. Et pour pénétrer dans ce temple, il devait dominer le chat. Il devait soumettre le chat, il devait l'adoucir. Il devait pouvoir dormir avec ce chat. Et le chat devait accepter donc l'initiable. Si le chat ne l'acceptait pas et qu'il lui sautait dessus, eh bien c'était foutu. Donc l'initiable, bien sûr, était préparé à dominer le chat. Il devait vraiment adoucir le félin. Et une fois le félin adouci, eh bien, le félin, une fois qu'il dormait avec le félin, donc, eh bien, le félin entrait en communication avec l'initiable à travers ses rêves. Et ainsi, il l'accompagnait jusqu'au temple, il lui permettait d'entrer dans le temple. Et ainsi, l'initiable pouvait recevoir le savoir lié à son initiation. Donc les chats servaient de balises, de repères dans le plan de l'astral. On dit souvent que le chat, il a 7 vies. Et ça, ce n'est pas parce que le chat, il peut mourir cette fois physiquement et revenir. C'est parce que le chat, il peut voyager dans l'astral sur les 7 plans différents de l'astral. Donc il peut aller dans le très bas de l'astral comme dans le très haut de l'astral. L'astral matériel, on va dire, et l'astral divin. Hein. Donc ça, c'est pour quoi on dit que le chat a 7 vies. Et il va se retrouver sur un des plans de l'astral en fonction, très souvent, en fonction de l'humain qu'il va côtoyer durant sa vie. Si l'humain qu'il côtoie est très haut vibratoirement parlant, le chat sera un chat haut vibratoirement parlant. Si l'humain est bas, le chat sera bas. Le chien, lui, il aura plutôt 3 vies, hein, ou 4. 4. Mais pour le chien, ça fait plutôt référence à ses plans de conscience, c'est-à-dire au corps, hein, corps physique, corps vital, corps astral et corps mental inférieur. Parce que le chien apprend. Tout comme l'homme, il est capable d'apprendre. Vous savez qu'il y a des chiens qui savent lire, c'est-à-dire qu'ils apprennent les mots, ils les enregistrent et ils savent utiliser leur mental inférieur pour aller rechercher dans la mémoire des informations et les retransmettre. Donc le chien, lui, il a été plutôt conçu pour recevoir les énergies psychologiques de l'être humain, le plan astral, les émotions de l'être humain. Il ressemble plus à l'être humain dans ses émotions, contrairement au chat, qui exprime beaucoup moins d'émotions, mais beaucoup plus de vitalité. Vous savez que le chat, c'est pour ça d'ailleurs que le chat a servi aux sorcières, et notamment les chats noirs, avec des yeux verts, parce que le noir est la couleur qui absorbe, et le vert est relié à la vitalité. Donc, le chat noir avec les yeux verts, notamment celui-là, et surtout s'il est entraîné, hein, lorsqu'une personne rentrait chez une sorcière ou chez un sorcier, eh bien le chat absorbait les énergies vitales. Et ensuite, il les rebalançait à la sorcière ou au sorcier, il les partageait. Donc la sorcière ou le sorcier vivait plus longtemps que la normalité. Et c'est pourquoi les chats noirs avec les yeux verts sont devenus synonymes de malédiction. Mais tous ceux qui possèdent un chat noir avec des yeux verts, à mon avis, j'en suis sûre, ils ont énormément de ce qu'on appelle la chance. Parce que le chat, il absorbe les énergies à l'extérieur et ensuite il les partage avec son maître ou ses maîtres. Parce que le chat peut avoir des maîtres, c'est-à-dire qu'il peut s'attacher émotionnellement, émotivement parlant, mais jamais il ne s'attachera comme le chien. Le chat est quand même plus évolué en vibration que le chien. Et ceux qui n'aiment pas les chats et qui préfèrent les chiens, ben à mon avis, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment les chats. Ou alors ils ont connu que des chats idiots. Parce qu'un chat intelligent est beaucoup plus intelligent qu'un chien. Et la preuve, c'est qu'on ne peut pas dresser un chat comme on pourrait dresser un chien.
Le chien, lui, il amène les pantoufles à son maître et il est content, trop content. Mais le chat, lui, il apprécie qu'on lui amène ses pantoufles, enfin nos pantoufles, pour qu'il se mette dedans, non? Le chien, lui, il est très intelligent, mais plutôt dans le sens savant. C'est-à-dire qu'il peut être dressé, il peut être manipulé, ou programmé, comme vous voulez, ce que le chat va complètement refuser. Bon, il y a toujours des exceptions, hein. Mais le chien, lui, il est vraiment un réservoir de l'émotivité humaine. Disons que tous les animaux le sont, hein, mais la race canine, elle est vraiment beaucoup plus douée pour ça. Le chien a ça en plus qui va s'exprimer presque vocalement, vous voyez? Il a une partie de corps mental, donc en ça, il peut exprimer de la tristesse, de la joie. Ouais. Les chats sont beaucoup plus nobles et beaucoup plus indépendants aussi que les chiens. Donc je dirais moi que le chien il sert dans l'évolution de la masse. C'est-à-dire que tout ce que l'homme ne peut pas dire à Dieu, ben, il va le dire au chien, qui est un très bon réceptacle et qui n'ira jamais le dire à personne. En plus, le chien ne va pas se servir de tout ce qu'on lui a dit pour nous retomber dessus après. Donc le chien est vraiment un très bon compagnon pour l'homme comme pour la femme. Bien meilleur parfois, malheureusement, que l'être humain pour l'humain. Donc le chien, lui, il peut se priver même de nourriture hein, quand le maître est absent. Et le chat, lui, il va dormir et il va bien manger. Si le maître est absent, pas de problème tant qu'il a de quoi manger. Le chien saute de joie lorsque le maître rentre. Alors que le chat, pas du tout. Lui, il vient voir par curiosité très souvent. Le chien, il va protéger l'homme, comme le chat. Mais le chat, il le protège plutôt au niveau des cultes, au niveau de la spiritualité, de l'astral. Et le chien, lui, il va le protéger au niveau matériel. Il va protéger le maître, les enfants du maître, la maison. Alors que le chat, non. Le chat, il protège son domaine. Et si le maître meurt, le chat, il s'en fout. Hein. Le chat, il s'en fait pas. Tant qu'il y a à manger, il s'en fait pas. Alors que le chien, lui, il peut déprimer. Le chien apprend vraiment de l'homme parce que il a une psychologie qui ressemble vraiment beaucoup à celle de l'homme. Donc ils sont tous les deux des réceptacles. L'un des énergies vitales et l'autre des énergies astrales. Et les chats et les chiens ne sont pas opposés. Ils n'ont jamais été opposés. Ils sont opposés seulement dans les croyances de l'être humain. Ah, pas taille de chat. Ils sont différents dans leur expression seulement. Et les deux expressions sont parfois en lutte, elles peuvent être en lutte, mais tout le monde sait qu'on peut faire facilement vivre, enfin tout le monde, tous ceux qui l'ont expérimenté, en tout cas savent qu'on peut faire facilement vivre des chats avec des chiens. Si l'être humain en est capable, il n'y a pas de raison que les animaux ne le fassent pas. C'est-à-dire que si l'énergie vitale de l'homme aime les chats et que son énergie astrale aime les chiens, alors tous les trois pourront vivre ensemble sans problème. Absolument aucun problème. Le chien, lui, il a un cerveau qui va lui permettre d'être dressé, comme je vous disais, contrairement au chat. Un chien mal dressé, ou non dressé plutôt, je devrais dire, c'est un chien qui est dressé seulement par la résonance vibratoire avec son maître. C'est-à-dire qu'il va être selon son maître. D'ailleurs, on voit souvent que les chiens ressemblent à leur maître, ou inversement, je ne sais pas. Ça, ce sont des chiens qui n'ont pas de dressage particulier, on va dire. Donc le chien n'est pas forcément intelligent, dans le sens où il ne prévoit pas les choses. Il n'agit pas en conséquence. Mais lorsque le chien est dressé d'une façon intelligente, en plus du contact vibratoire, hein, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une affinité entre l'homme et l'animal, comme entre tout le monde pour apprendre. Si l'élève n'aime pas son maître, il n'apprendra pas. Donc si le chien n'aime pas celui qui est là pour lui apprendre, il n'apprendra pas. Mais le chien il peut apprendre à identifier des dangers pour le maître. Et comme il a un cerveau adapté, eh bien il va pouvoir agir autrement qu'en aboyant ou en grognant, autrement que par l'émotionnel. Donc il va pouvoir être efficace comme l'être humain. Dans le cas des chiens d'aveugles par exemple, ces chiens apprennent à aimer le maître et ils apprennent même à aimer plusieurs maîtres parce qu'ils apprennent à changer de maître, à avoir une mission, donc à protéger le maître qui est aveugle. Si un individu par exemple arrive devant son maître, un individu qui a l'air chaud, hein, eh bien, un chien normal, il va s'exprimer, par exemple, en aboyant ou en grognant. Donc, il va exprimer de l'émotion. Il ne va pas bouger, mais il va grogner, aboyer, voire attaquer.
Et si c'est un chien d'aveugle, un chien entraîné, eh bien alors lui, il va amener le maître de façon à contourner l'obstacle. Il va tirer son maître. Donc il va le protéger de façon pacifiste plutôt et non émotive, de façon intelligente. Et ça fait une grande différence. Voilà, enfin, c'est la différence entre un chien qu'on n'aura pas dressé, qui sera juste notre chien, et un chien à qui on aura appris à réagir de façon conséquentielle, avec intelligence, on va dire. Et vous savez que les chats d'aveugle existent aussi. Et bon, pour ça, on existe bien sûr des races plus grosses que les chats domestiques, hein, comme les léopards par exemple. Et là, il y a des très très bons résultats. Parce que les félins, tous les félins ont le même rôle, hein, y compris le lion. Même si lui, il prend un peu moins d'énergie vitale, enfin, il capte un peu moins d'énergie vitale parce que c'est la première race brute. Mais les chats d'aveugle sont très très efficaces. Parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas trop d'émotionnel justement qui peut entrer en ligne de compte. Il va faire son job, si lui apprend. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye.